la une de l'actualité, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté ce mardi de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Les 38 ministres du nouveau gouvernement gabonais sont arrivés ce mardi matin au palais présidentiel de Libreville pour prêter serment devant le président Ali Bongo Ondimba, de retour au Gabon. Et puis en République démocratique du Congo, c'est ce mardi que la Cour constitutionnelle a commencé à examiner le recours de Martin Fayoulou qui demande l'invalidation des résultats de la présidentielle. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. La Cour pénale internationale a acquitté ce mardi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité. Elle a également ordonné sa mise en liberté immédiate. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre chef du mouvement des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont été acquittés ce mardi de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale qui a ordonné leur mise en liberté immédiate. The chamber, by majority, hereby decides that the Par majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome, fait droit aux demandes d'acquittement de la défense de toutes les charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés. orders the immediate release of both accused. Mais cette mise en liberté des deux accusés est suspendue jusqu'à mercredi afin de laisser le temps à l'accusation de répondre à la décision historique rendue par la CPI. Avec cet acquittement, le procès de Laurent Gbagbo, qui a démarré le 28 janvier 2016, s'est ainsi arrêté. Depuis le début du procès, le procureur a écouté 82 témoins. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour, il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait en son temps 3000 morts en 5 mois. Avant cette décision de la Cour pénale internationale, quelques dizaines de victimes de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire ont protesté à Abidjan ce lundi contre l'éventuelle libération. On s'attend à connaître le sort de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. La Cour pénale internationale est très attendue sur ce coup-là. Elle se prononcera sur la demande d'acquittement et de mise en liberté provisoire de l'ancien président jugé pour des crimes contre l'humanité. Environ 3000 personnes ont été tuées dans ce pays dans une crise post-électorale dans la période de 2010 à 2011. Nous sommes là pour venir nous opposer à une quelconque libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Parce que nous estimons qu'à partir d'un certain nombre de constats, que certains, une fois libérés, vont disparaître. Mais bien sûr qu'on ne libère pas Gbagbo, parce que là, si on libère Gbagbo, nous, notre justice est vaine. Parce que là, il n'y aura plus de justice à notre égard. Donc nous, on voudrait qu'au moins ce Gbagbo soit condamné et que la loi soit dite. Voilà. Laurent Gbagbo est en détention depuis 7 années à La Haye. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour pénale internationale. L'homme est accusé, ainsi que Charles Blé Goudé, ex-chef de mouvement des jeunes patriotes, fidèle à l'ancien président, de meurtre, de viol, persécution et autres actes inhumains. Tous deux ont plaidé non coupables. Au deuxième jour d'une grève générale contre la hausse des prix des carburants décrétée par le gouvernement zimbabwéen, la police a fait usage de gaz lacrymogène ce mardi pour disperser des manifestants à Bulawayo. Comme la veille, de nombreux manifestants ont envahi les rues de la deuxième ville du pays, considérée comme un fief de l'opposition au régime, et pillé des magasins en exigeant la démission du président Emerson Mnangagwa.
Toujours ce mardi, de nombreux internautes zimbabwéens se plaignaient de ne plus avoir d'accès normal aux réseaux sociaux. Mais l'autorité locale de régulation de l'Internet a toutefois démenti tout blocage. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité, qui a renvoyé la responsabilité des violences à l'opposition et la société civile, n'a pas précisé le nombre de victimes décédées ou blessées au cours de la manifestation de ce lundi. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté ce lundi Rabat où il était en convalescence pour le Congo, en proie à des troubles politiques, et ce, en son absence. Absent du Gabon depuis 2 mois et demi, suite à un accident vasculaire cérébral AVC, le président gabonais Ali Bongo a quitté ce lundi le Maroc pour Libreville. Son retour au pays entre dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement qu'il va présider. Cette prestation de serment intervient 4 jours après la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, après 8 mois sans député. Les médecins ont estimé que ce voyage ne présentait aucun danger pour sa santé, a indiqué son entourage ce lundi dans la soirée. Ce sera la première apparition publique d'Ali Bongo depuis le 24 octobre, car depuis son hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite, les rumeurs n'ont cessé de courir sur son état de santé, certains n'hésitant pas à le donner mort. Sa dernière apparition fut lors des traditionnels vœux de la Saint-Sylvestre. Mais le 7 janvier dernier, 5 militaires ont appelé sur la radio d'État au soulèvement populaire pour sauver la démocratie, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale. Ceux-là estimaient que la prise de parole d'Ali Bongo le 31 décembre était une honte pour un pays qui a perdu sa dignité. 2 d'entre eux ont été abattus par les forces de sécurité, les autres ont été arrêtés. Aussi, profitant du vide, l'opposition a plusieurs fois appelé la Cour constitutionnelle à constater une vacance de pouvoir, à noter que ni l'entourage du président Ali Bongo, ni l'ambassade du Gabon au Maroc n'ont indiqué si ce retour était définitif. Allons à présent en République démocratique du Congo, où la Cour constitutionnelle doit commencer à examiner ce mardi le recours contestant les résultats de la présidentielle du 30 décembre introduit par l'opposant Martin Fayoulou. Ce dernier espère ainsi rétablir la vérité des urnes. La Cour constitutionnelle va commencer à examiner ce mardi le recours de l'opposant congolais Martin Fayoulou. Les audiences devraient être publiques et radio-télévisées. Arrivé 2e lors du scrutin du 30 décembre dernier, le candidat Martin Fayoulou conteste les résultats provisoires publiés par la commission électorale, proclamant un autre opposant, Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle avec 38,57%. Mais alors que la Cour constitutionnelle se prépare à examiner le recours de Martin Fayoulou, un expert en droit constitutionnel commente les dénouements éventuels. La Cour peut annuler totalement ou partiellement. La Cour peut aussi valider pour asseoir son intime conviction sur les allégations présentées à partir des éléments étayant ces allégations. La Cour peut avoir des doutes. Et à partir de là, elle peut prendre des mesures exceptionnelles. C'est notamment ce recomptage de voix. Et vous verrez, c'est là. Après cette dite favorable ce week-end à un recomptage des voix de la présidentielle contestée en République démocratique du Congo, la communauté de développement d'Afrique australe a adouci ses propos ce lundi en estimant qu'il revenait aux autorités compétentes congolaises d'en décider ainsi. Au Japon, le président du comité olympique a nié devant la presse ce mardi être impliqué dans les versements suspects d'argent effectués en 2013, et ce, pour l'obtention des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, pour lesquels il a été mis en examen en France il y a un mois par le juge Reinhold von Rübecke. Le président du comité olympique japonais, dont les déboires judiciaires posent désormais la question de son maintien au sein du comité international olympique, est soupçonné d'avoir autorisé 2 versements suspects pour un total de 2,8 millions de dollars singapouriens, soit
1,8 million d'euros en 2013 pendant la campagne de candidature japonaise. En septembre 2013, à Buenos Aires, Tokyo avait décroché ses Jeux par 60 voix contre 36 pour Istanbul. Dans une déclaration qu'il a lue devant la presse ce mardi, il a assuré être innocent et vouloir le démontrer à la justice française en coopérant pleinement à l'enquête en cours. À la demande des autorités françaises, j'ai passé une audience le 10 décembre à Paris où j'ai répondu à l'ensemble des questions posées pour prouver mon innocence. Je suis vraiment désolé que ce problème puisse affecter le mouvement olympique, le comité d'organisation et toutes les personnes impliquées dans des préparatifs menés avec brio en vue de l'organisation des Jeux de 2020. Quant au comité d'organisation de Tokyo 2020, il dit dans un bref communiqué ne pas avoir les moyens de connaître les détails des activités du comité de candidature puisque l'instance d'organisation n'a été créée qu'après la sélection de Tokyo. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Sénégal, c'est le branle-bas au sein de l'opposition. Le Conseil constitutionnel a donné les noms de ceux qui peuvent prétendre à la magistrature suprême. Enquête y consacre un dossier et titre « Candidat recalé à la présidentielle, les coulisses des délibérations ». Direct Info se veut plus précis et constate « Présidentielle 2019, Karim disqualifié. Les bases se sentent trahies par les WAD ». Vox Populi affiche aussi l'autre grand absent de cette élection, Khalifa Sall, et s'interroge « Liste provisoire des candidats à la présidentielle du 24 février, à qui va profiter l'élimination de Karim Wade et Khalifa Sall, Idi et Sonko à l'affût pour récolter les fruits des dommages collatéraux de la décision des 7 juges. Les qualifistes chauffent la rue, les libéraux dans l'attente. Walf Quotidien renchérit et Karim et Khalifa écartés, branle-bas de combat contre la décision des 7 juges. Le bilan des prétendants à cette élection est en titre du quotidien Le Témoin. Seuls 5 candidats retenus en définitive pour la présidentielle. Les sages confirment le prophète Mahamad. Un titre qui fait référence au Premier ministre qui avait soutenu qu'il n'y aurait pas plus de 5 candidats. Mais le Sénégal, c'est aussi les infrastructures. Le Soleil affirme Paris présidentiel remporté avec l'inauguration du train express régional et un jeu de mots sans équivoque, c'est terre minée. En Côte d'Ivoire, le sursaut estime qu'il y a du rififi dans l'air et titre « Crise au sommet de l'État ». Soro Ouattara vers un parricide, ces signes qui ne rassurent pas. Toujours avec le sursaut, affaire mairie du plateau. Soro, ça n'arrive pas qu'aux autres. Afi, le gouvernement n'a aucun respect pour la démocratie et pour le peuple. Le jour plus, mobilisation pour le congrès du 26 janvier, les populations sous le charme du RHDP. Ambiance de fête à Abobo, Koumassi, Daloa, Divo, Soubré, Dabou, Toumaudi. Fraternité Matin parle de lutte contre les affichages et panneaux publicitaires anarchiques. Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, les mauvais élèves seront déguerpis. Des propos tenus après une visite inopinée dans plusieurs communes d'Abidjan. Au Cameroun, on parle management à la une de l'économie qui s'interroge. La Sonara pourra-t-elle réussir le raffinage du pétrole camerounais? Le quotidien L'Épervier, à présent, parle de la course à la présidence du Sénat et se questionne Mbombo Ndoya pour remplacer Marcel Niat. L'essentiel pour mettre un terme à la revue de presse Afrique du jour. Défi, le gouvernement Dion peut-il réussir? Voilà, c'est sur cette interrogation parue en manchette de l'essentiel que nous refermons la page de la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi et à demain. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.